Bonjour à tous, bienvenue sur les merveilles de la science. Comme vous le savez, cette chaîne a pour objectif la vulgarisation scientifique dans le domaine des sciences. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème très spécial qui est la chimie dans notre quotidien, ce que nous utilisons sans le savoir. Sans pourtant tarder, je vais donner la parole à notre invité pour qu'il se présente. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, c'est Koudra Djuntela, étudiant en Master 2 à la Faculté de Sciences et Techniques de l'Université Marengo. Donc, aujourd'hui, comme mon présentateur venait de vous présenter, nous allons discuter sur ce thème, sur la chimie en général. Merci. Alors, comme prévu, nous allons toujours annoncer notre thème qui est la chimie au quotidien, ce que nous utilisons chaque jour sans le savoir. Alors, pour commencer, nous aimerions que vous nous définissiez c'est quoi la chimie. Ok, donc, pour répondre à votre question, monsieur le présentateur, la chimie, à la base, c'est une science comme toute autre science. Et donc, la chimie est née d'une science d'observation. Des gens qui observaient la nature et ont constaté que dans la nature, ils pouvaient avoir plusieurs éléments de transformation. Et d'où donc les tout premiers personnes qui ont commencé, personnages qui ont commencé la chimie, à l'instar de Monsieur Lavoisier, que vous connaissez très bien, dans le XVIIIe siècle. Et donc, il a donné une définition succincte de la chimie, qui n'est autre qu'une science d'observation et une science qui étudie aussi la transformation, la structure et la composition de la matière vivante. Donc, tout ce qui est matière et tout ce qui vit. Et donc, c'est sur ces bases-là que la chimie s'inspire de son étude. Et voilà un peu de façon générale ce que je pourrais dire sur la chimie. Merci beaucoup. Donc, on a eu intervenu, on a vu que vous avez mentionné le mot vivant. Tout ce qui est vivant lie la biologie. Et nous aimerions savoir, comme vous l'avez dit, euh, qu'est-ce qui pourrait lier la chimie avec le quotidien du vivant? Ok, tout ce qui est la chimie au quotidien du vivant, généralement dans le quotidien, c'est tout ce que l'homme utilise, tout ce que l'homme consomme. Et donc, dans tout ce que l'homme utilise, que ça soit du point de vue scientifique, par exemple, le tout premier élément, aliment que l'homme consomme, c'est de l'eau. Nous ne pouvons pas vivre sans eau. Et donc, dans l'eau, déjà, l'eau est chimique, devons le savoir. L'eau est chimique. L'eau, c'est une boisson qui est du point de vue chimique, parce que nous a dit que l'eau aussi est mortelle. Et donc, dans l'eau, nous découvrons des éléments chimiques comme de l'hydrogène, comme de l'oxygène. Et donc, ce sont ces deux éléments qui sont interliés et qui forment la molécule d'eau. Et donc, au quotidien, déjà l'eau, comme je l'ai dit, est chimique. Les aliments que nous consommons, surtout les légumes, sont chimiques parce qu'ils sont remplis de plusieurs nutriments à l'intérieur que les gens utilisent. Et autre chose aussi, par exemple, les boissons alcooliques fabriquées par des brasseries, ça et là, ces boissons-là aussi sont liées ou sont constituées de plusieurs produits chimiques. Donc apparemment, tout ce qui existe sur Terre est chimique. Et même l'électricité est chimique. Vous devez le savoir. Donc tout ce qui existe dans la vie quotidienne est chimique. Donc tout ce que des gens utilisent peut-être ne le savent pas, ce n'est que la chimie est à la base de cette science-là, de tout ce qui existe. Donc la matière, quand on entend la matière, ce n'est pas seulement la pierre, les roches que nous connaissons, que nous avons longtemps étudiées, mais c'est tous ces éléments-là qui existent. Donc voilà ce que je pourrais dire, le quotidien à la chimie, c'est tout ce que l'homme utilise en grande partie. La chimie s'intéresse à ces éléments-là. Merci beaucoup. Alors, donc, on va aller dans ce qu'on appelle la chimie et la santé, par exemple. La relation entre la chimie et la santé. Alors, quelle est l'importance de la chimie dans la santé, au fait? Ok, merci. La santé, comme je l'ai dit, hein, la santé, c'est un sujet vraiment qui touche toutes les facettes de la surface Terre parce que une vie en dépend. La vie de l'être humain dépend de sa bonne santé. Et donc, pour parler de la santé, la chimie contribue, je pourrais dire, à 90%. Pourrait pas peut-être exagérer. Mais sinon, à un grand pourcentage, la chimie contribue beaucoup à la santé humaine en partant du produit, des analyses et bien d'autres. Et généralement, pour avoir un bon équilibre de son état de santé, ce que l'homme consomme, c'est ce qu'on appelle le comprimé. Le comprimé ou d'autres gélules qui existent, surtout comme des trucs de perfusion quand vous sollicite ou quand vous demande souvent de faire. Ces éléments-là sont constitués de plusieurs molécules chimiques. Parce que vous savez déjà que quand un virus
intègre votre organisme, ce virus-là, pour être éradiqué ou inhibé, il faudrait qu'il y ait une molécule plus forte que ce virus. Et cette molécule n'est autre que la chimie. Parce que la chimie, comme on l'a dit, est constituée, elle se base sur la structure. Donc, la molécule va dans le cadre de l'étude de la structure de cette matière-là. Et donc, c'est pourquoi, pour lutter contre ces virus-là, les scientifiques, les chimistes et les pharmacologues qui s'intéressent donc à l'étude de ces molécules-là, des molécules qui vont aller combattre ces virus-là qui dérangent ou qui déstabilisent le corps humain. Et donc, c'est pourquoi lier la chimie, l'importance de la chimie à la santé, c'est que la chimie contribue de beaucoup à l'équilibre d'un bon état de santé d'un être humain. Et ce n'est qu'un autre exemple, sinon il y en a plusieurs, par exemple du point de vue phytoproduits, ou dans la tradition que nous utilisons, nos grands-parents aussi longtemps ont donné la santé ou ont guéri des gens malades, des malades, à partir juste des plantes. Et voilà le domaine aussi qui s'intéresse beaucoup à la science aujourd'hui, à la chimie, qui est le domaine de la phytoproduits. Et dans les phytoproduits aussi, les praticiens qui vous donnent certains produits naturels. Dans ces produits naturels-là aussi, il y a ce qu'on appelle plusieurs molécules à l'intérieur qui vont aller lutter contre ce virus-là pour pour faire à ce que l'homme ait un état de santé normal. Merci beaucoup, M. Conrad. Vraiment, c'est un plaisir d'aborder ce sujet avec vous. Alors, nous allons partir du point de vue environnemental. On peut dire, quelles sont les innovations récentes en chimie qui impactent notre quotidien? Bon, les innovations récentes aujourd'hui qui impactent la chimie, nous allons parler de plusieurs innovations. Par exemple, la chimie s'est subdivisée aujourd'hui en plusieurs spécialités. Et parmi ces spécialités-là, donc, il y a ces innovations qui arrivent, des découvertes du point de vue scientifique qui viennent tout le temps pour améliorer. Aujourd'hui, par exemple, avec l'étude de la cristallographie, qui s'intéresse à l'étude des métaux, des éléments minéraux qu'on pourrait dire, que ces éléments-là, aujourd'hui, contribuent à une avancée de la chimie pure. Et aujourd'hui, avec aussi la découverte de plusieurs techniques d'extraction pour faciliter la production en grande masse des médicaments, aujourd'hui, c'est aussi, il y a beaucoup de matériels qui ont été découverts pour faciliter cette avancée chimique-là. Et donc aujourd'hui, pour dire des inventions récentes que nous avons, il y en a plusieurs qu'on pourrait citer dans le domaine de la chimie générale, qu'on utilise à travers le monde. Merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir toujours avec vous. Alors, si vous devez orienter un étudiant ou une personne à faire la chimie, qu'est-ce que vous le direz pour qu'il soit motivé, pour qu'il comprenne en fait ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous le direz? Bon, je lui dirais déjà, la chimie, c'est une science comme toutes les sciences, hein, parce qu'il faudrait pas extraire la chimie à la vie, parce que la chimie, c'est même la science de la vie. Et donc, si quelqu'un voudrait bien faire la chimie, il doit connaître ses aspirations en faisant la chimie. Et donc, c'est savoir d'abord ses aspirations. Qu'est-ce qu'il compte faire de sa vie? Est-ce que sa vie, c'est surtout sur le point de vue chimique, ou sa vie, c'est surtout sur un domaine qui n'est pas chimique? Mais sachant que la chimie, c'est une science au carrefour de toutes les sciences, hein. Ça, nous devons le savoir. C'est le carrefour de toutes les sciences. Donc, que vous fassiez biologie, mathématiques, aujourd'hui, avec l'informatique, vous tomberez toujours du point de vue chimique parce que vous allez manger chimie. Vous n'allez pas manger biologie, vous allez manger chimie. Donc, vous allez consommer chimie. Donc, l'orientation viendrait de ses aspirations. Je pourrais pas lui forcer qu'il aille faire la chimie parce que moi, j'ai aimé la chimie. Donc, en temps normal, si on voit bien, tout le monde doit faire la chimie pour bien vivre. Déjà, oui. Déjà, pour dire que tout le monde doit faire la chimie, c'est archi faux. Tout le monde fait déjà la chimie. Pas tout le monde déjà va faire la chimie. Tout le monde fait la chimie dans son quotidien. Donc, la chimie, c'est une science au quotidien. C'est une science d'observation. Plus on fait une observation, non, de tout ce qui existe dans la nature. Et donc, de cette observation, on peut dire que la chimie, c'est une science qui est universelle. Que vous soyez du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous faisons tous la chimie. Donc, tout le monde est chimiste. Ah, du point de vue social, tout le monde est chimiste. Maintenant, c'est qu'il y a catégorie de chimistes qu'il faut suivre. Donc, c'est un peu ça. Sinon, tous on est chimiques. Déjà, du point de vue corporel, le corps est composé que de la chimie. Parce qu'on a dit que nous avons été créés par la chair. Notre chair est composée de quoi? De sang.
de la chair. Et la chair qui se trouve, que nous avons aussi, qui n'est autre que l'argile, que nous avons été créés par l'argile, l'eau et l'argile. Or, quand on voit l'argile, ce n'est autre que des différents minéraux qui constituent cette argile-là. L'eau, ce sont des éléments chimiques. Et donc, du point de vue constitution de l'être humain, qui n'est autre que du corps, le corps est constitué, en quelque sorte, d'un grand pourcentage chimique. Et donc, nous sommes chimie, en fait, à la base. Donc, en comprenant bien, donc, si je suis debout ici, c'est que c'est la chimie qui fait que je sois ici. Alors, merci beaucoup. Euh, Si vous devez donner des conseils aux étudiants pour s'orienter vers des disciplines, en tant que chimiste que vous êtes, pour ne pas faire, prédominance sur la chimie, que diriez-vous à un étudiant qui veut s'orienter à l'université? Bon, l'orientation à l'université, c'est là aussi beaucoup de gens se trompent, perdent parfois beaucoup d'années pour pouvoir mieux se situer dans l'univers académique. Et donc, je pense que l'orientation, pour moi, ça vient d'abord de ce qu'on veut de la vie, de ce qu'on veut faire de la vie. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, qu'on le dise ou non, tous on ne peut pas faire la même chose. Et donc, l'orientation sur les domaines, il y a des domaines qui sont aujourd'hui des domaines promoteurs de la vie. Aujourd'hui, le monde va de plus en plus, notre pays va de plus en plus du côté entrepreneurial. Et donc, pour choisir un domaine d'études, il faudrait que vous essayiez de lier votre domaine d'études à l'entrepreneuriat. Donc, si je veux faire, par exemple, la chimie, quel est le secteur de la chimie que je vais faire, moi, par exemple, qui va du côté entrepreneurial? Qu'est-ce que je pourrais entreprendre avec ma chimie dans la société? Si je veux faire la biologie, est-ce que vais-je sortir un médecin? Généralement, si vous faites la biologie, vous ne serez jamais un médecin. Vous ne pouvez être qu'un accompagnateur de médecins. Donc, vous êtes des conseillers de médecins. Parce qu'un biologiste, c'est un conseiller de médecins. Donc, c'est lui qui travaille pour améliorer le travail de la santé publique, la santé de façon large. Et donc, ici, l'orientation va dans ce que l'on veut et lier toujours l'orientation à un type ou à une entreprise ou à une idée entrepreneuriale. Donc, pour moi, c'est ce conseil que je donnerais à bon nombre des étudiants qui aujourd'hui peinent à trouver une orientation fiable dans le domaine universitaire. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je voudrais parler du point de vue environnemental. On dit que la chimie cause beaucoup de problèmes de l'environnement. Êtes-vous d'accord sur ce point de vue ou comment est-ce que vous pouvez développer cela? Effectivement, la chimie cause beaucoup de problèmes dans l'environnement si elle est mal utilisée. Parce que nous avons un domaine d'études de chimie qui est sur les risques chimiques. Et c'est un domaine aujourd'hui où beaucoup de chimistes s'intéressent à l'étude parce que la chimie a beaucoup de fait de la chimie, c'est se mettre à l'abri ou à la merci des risques. Parce que la chimie en elle-même, c'est une science à risque. Parce que les chimistes utilisent des produits qui sont toxiques, voire mortels. Et donc, ces produits-là, si vous n'avez pas de connaissances sur le risque de ces produits, vous allez effectivement, non seulement vous allez vous mettre votre vie en danger, mais vous allez aussi mettre la vie des milliers de personnes en danger. Et c'est pourquoi il y a donc ces produits chimiques polluent trois secteurs. Et il y a la pollution de l'air, ça pollue l'air. Il y a la pollution de l'eau, ça pollue. La pollution du point de vue environnemental qui touche parfois des êtres vivants qui ne sont autres que soit des poissons et bien d'autres. Et donc, c'est ce type de pollution-là qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes dans le domaine chimique et qui aujourd'hui, du point de vue environnemental, ça cause aussi des problèmes. Pour venir à ce problème de chimie, déjà aujourd'hui, le secteur du transport, vous voyez qu'il y a beaucoup de camions ou des moyens de transport qui sont abîmés. Vous savez que le carburant, c'est un produit chimique. Dans le carburant est un produit chimique. Donc, dans le carburant, nous avons un élément qui sort du carburant, c'est le carbone. Donc, le carbone que le chauffeur du moyen de la voiture achète, il achète du carburant. Donc, c'est le carbone qui se dégage dans l'air quand il roule. Donc, quand il libère les échappements des voitures, c'est le carbone qui se dégage dans l'air. Et le carbone, en se dégageant dans l'air,
il rencontre, il se marie avec l'air qui n'est autre que l'oxygène. Et donc, il se marie avec le dioxygène. En se mariant avec le dioxygène, donc, il forme ce qu'on appelle un gaz toxique, qui est autre que le dioxyde de carbone. Et donc, le dioxyde de carbone, aujourd'hui, avec les échappements de voitures abîmées, là, autres des moteurs qui posent problème, où il y a vraiment une fumée, c'est comme s'il y a eu une guerre quelque part. Mais vous voyez que la fumée, là, beaucoup des étudiants sont exposés à cette fumée. Et ils font quoi? Ils inhalent cette fumée. Et cette fumée, qui n'est autre que le dioxyde de carbone, qui est un gaz très toxique, aujourd'hui cause beaucoup de maladies. Et voilà même beaucoup de maladies. Donc, le cancer aussi en fait partie, qui sont dues par rapport à ces gaz-là, qui peuvent déstabiliser l'être humain. Et donc, aujourd'hui, la pollution, il y en a plusieurs qu'on peut citer du point de vue pollution sur l'environnement, de la chimie. Parce que, comme je l'ai dit, la chimie, c'est une science au quotidien. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment, je vois que c'est vraiment passionnant, la chimie, la façon dont vous parlez de ça, vraiment, c'est passionnant. Alors, comment est-ce que, comment est-ce que on peut, parce que je vois que vous avez fait le lien de la chimie, la biologie. Comment est-ce que dans la biologie, on peut parler, parce que vous avez parlé de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone. Comment est-ce que, parce que souvent j'entends que les plantes sont nécessaires pour cet échange entre le dioxyde de carbone et l'oxygène. Comment est-ce que vous nous parlez de cet aspect du point de vue chimique? Ok, déjà, le processus qui existe entre les plantes et l'air, c'est le phénomène qu'on appelle la photosynthèse. Ça, vous tous, nous le savons. Donc, la photosynthèse est un phénomène qui permet, on peut dire à la plante, de s'accroître, de se développer et de faire tous se mouvoir toute sa vie, parce que l'arbre aussi vit, donc se mouvoir à sa vie. Et donc, le lien qui existe entre la chimie et les plantes, sur sa croissance, je peux le dire, c'est que le dioxygène que nous consommons est tiré, donc l'arbre est constitué d'abord du carbone, parce que quand on entend la plante, c'est le côté carbone de la plante. Et donc, le carbone de la plante se marie avec le dioxygène pour former donc le dioxyde de carbone, qui est un élément essentiel pour la croissance de l'arbre, qui est un élément essentiel pour la croissance. Et le phénomène, ce n'est autre que le phénomène de la photosynthèse qui permet à la plante de se développer et de se nourrir, bien qu'il se nourrisse de certains minéraux sous-sol qui existent à travers ses racines et bien d'autres. Et donc, ces éléments-là permettent aussi à une bonne croissance et un bon développement des plantes que nous consommons chaque jour. D'accord, merci beaucoup. Si la chimie venait à disparaître du jour au lendemain, que deviendra donc le monde autour de nous? C'est là où on parle pour répondre. Si la chimie disparaîtrait un jour, c'est qu'il y aura la fin du monde. Donc, déjà, le scientifique ne croit même pas à la fin du monde. Donc, vous êtes sûr qu'il y aura la fin du monde? Mais s'il y a la fin du monde, c'est qu'il n'y aura plus la chimie. Pour qu'il y ait fin du monde, il faudrait qu'il y ait disparition de la chimie. Parce que la vie elle-même, elle est chimique. Donc, qu'il n'y ait plus de chimie, cela veut dire que on s'attend à une mort totale et brutale du monde entier. Donc, tous les êtres humains, tous les êtres vivants disparaîtront de la surface Terre. Et même la Terre elle-même aussi va disparaître. Parce que la Terre aussi est formée, est aussi chimique. Parce que tout ce qui se trouve sur Terre est chimique. Et donc, la Terre, notre planète Terre ne va plus exister. Et les êtres vivants, qui ne sont autres que êtres humains, les animaux et autres, tous les règnes qui existent dans la nature vont aussi disparaître. Parce que les animaux ne vont plus se nourrir, les substances naturelles ne vont plus aussi se développer, s'accroître, et bien d'autres. Tout ce qui existe, tout ce qui vit, tout ce qui est vivant ne va plus vivre parce que la vie dépend de la chimie. Et donc, la disparition de la chimie causerait donc beaucoup de désastres à travers le monde. D'accord, merci beaucoup. Encore une question qui serait peut-être très intéressante. Quel est le rôle des chimistes dans la résolution des problèmes mondiaux? Ok, le rôle d'un chimiste, le chimiste est un préservateur de la société. Wow. Le chimiste, c'est celui qui prévoit l'avenir même de la société en général. Pourquoi je le dis? Parce que
vous voyez aujourd'hui le développement surtout quand qu'on appelle les pays industrialisés. Ces pays industrialisés se sont industrialisés dans plusieurs domaines, surtout le domaine de la métallurgie. Et donc, le domaine de la métallurgie, c'est sur les fabrications de tout ce que nous utilisons, les histoires dans les panneaux solaires, des fers, dans les constructions et autres. Parce qu'aujourd'hui, pour parler d'un pays industrialisé, d'un pays de développement, on voit le point de vue construction. Parce qu'il faut construire. Pour construire, il faut devoir avoir des matériaux pour construire. Et ces matériaux-là, ce sont des chimistes qui fabriquent ces matériaux. Ce sont des chimistes qui s'assoient pour réfléchir à quel type de matériaux que nous allons produire. Et donc, le chimiste, aujourd'hui, participe à la résolution de plusieurs problèmes de la société. Du point de vue santé aussi, nous avons aujourd'hui des maladies qu'on appelle des maladies chroniques, comme le sida, le cancer, Alzheimer, beaucoup de maladies que nous connaissons, la drépanocytose, qui aujourd'hui sont des maladies qui n'ont pas encore de traitement. Aujourd'hui, on parle de traitements préventifs et curatifs. Bon, peut-être préventifs, on peut trouver quelques calmants qu'on donne sur le cancer, sur le sida, pour prolonger un peu sa survie, et certaines règles qu'on édicte à des malades. Mais aujourd'hui, les chimistes qu'on participe à l'établissement ou à la découverte des molécules qui vont être responsables d'inhiber ou d'éradiquer, de neutraliser les virus qui causent ces maladies-là, ou qui causent l'être humain. Et donc, dans ce virus, nous connaissons par exemple le VIH qui déstabilise le corps humain, qui cause beaucoup de désastres aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui un domaine où beaucoup de scientifiques, des chimistes, se sont plongés là-dedans pour trouver des molécules qui vont lutter contre le cancer, contre l'Alzheimer, contre le sida, contre la drépanocytose, bien qu'on dise c'est une maladie héréditaire. Mais on est en train de lutter pour permettre à la vie, à l'être humain, de vivre aussi longtemps avec cette maladie. Et donc, c'est pourquoi le chimiste est toujours là à la tête de la résolution de ces différents problèmes de la société, afin que la société puisse vivre paisiblement. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, on entend parler des chercheurs en chimie. Un jour, dans la rue, je causais avec un ami et il m'a dit, il connaît pas l'importance des chercheurs en chimie. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors que pour lui, il pense que les découvertes ont été déjà faites. Est-ce que vous êtes de même avis que dans ce monde-ci, il n'y a plus de découvertes en chimie? Non, des découvertes existent toujours dans plusieurs domaines, et surtout dans le domaine chimique. Déjà, pour définir c'est quoi un chercheur. Un chercheur, c'est une personne, c'est un scientifique qui se met à la recherche à la résolution, qui base sa recherche sur la résolution des problèmes de la société. Aujourd'hui, on ne va pas réfléchir comment nous allons multiplier les pains, sinon ça sera une recherche vaine, parce qu'il y a déjà des boulangeries qui sont là, qui se basent sur la multiplication, la fabrication des pains. Donc, toi, si tu te bases ta recherche sur la multiplication des pains, ça, il faut aller faire la religion, il faut aller étudier la religion. La religion va t'apprendre la formule, comment multiplier le pain. À partir d'un pain, tu peux avoir 10 000 pains. Mais sinon, déjà, il y a des techniques qui ont été mises en place pour fabriquer le pain. Donc, le protocole, les procédures de la fabrication du pain. Et donc, le chercheur aujourd'hui, par exemple, le problème du chômage. Je peux prendre un domaine pareil, qui n'est même pas forcément un domaine, par exemple. Dans le domaine du chômage, par exemple, il y a des chercheurs liés, par exemple, à la sociologie, qui vont étudier à quoi est dû le chômage. En chimie, dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la consommation. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons que bon nombre de ménages congolais consomment des produits congelés. Les cuisses de poulet, tout ça. Déjà, dans les cuisses de poulet, pour mettre la durée, pour garder à longue durée ces produits congelés, ils utilisent un produit qu'on appelle le formol. Le formol, c'est un aldéhyde, un produit d'une famille des aldéhydes, qui aussi, à longue durée, devient toxique. Quand ça a été consommé à longue durée, ça devient très toxique. Et quand il est mal utilisé, aussi, ça devient toxique pour le corps humain. Et ça arrive même à causer plusieurs maladies. Aujourd'hui, nous entendons des maladies des myomes. Aujourd'hui, nous entendons les cancers de la peau, il y a plusieurs cancers qui sont liés à ces produits congelés. Et donc, ces produits-là posent aujourd'hui beaucoup de problèmes. Et donc, lesquels qui doivent trouver la solution à ces problèmes, ce sont donc les chercheurs qui vont donc faire une étude statistique
de ces problèmes de la société-là et vont mener des recherches sur ces problèmes afin de trouver des solutions et pour permettre à ce que la population mène paisiblement sa vie dans la société. D'accord. Donc, si on comprend bien que les chercheurs essaient d'améliorer la qualité de vie des populations. Effectivement. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Encore une question. En quoi la chimie intervient-elle dans la préparation et la conservation des aliments? Bon, la chimie intervient dans la préservation et la conservation des aliments. Déjà, pour conserver des aliments, il y a donc les méthodes chimiques qu'on utilise. Et aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs conservateurs qui sont utilisés dans le marché, que ce soit même dans les jus. Ces conservateurs-là sont beaucoup utilisés et ces conservateurs-là, généralement, sont constitués de molécules. Et ce sont ces molécules-là qui sont extraites dans les laboratoires. Ok. Ces molécules-là sont extraites ou sont fabriquées, bon, du point de vue fabriquées dans le laboratoire, synthétisées dans le laboratoire. Ce n'est autre que des chimistes qui synthétisent ces conservateurs. Mais il y a d'autres conservateurs aussi naturels qu'aujourd'hui, parce que quand on découvre un produit naturel, pour le chimiste, il n'est pas naturel. Pour le chimiste, il est connu. Parce que le chimiste, tout ce qui est naturel, il doit le ramener du point de vue chimique. Il doit chercher à savoir qu'est-ce qui lui rend naturel, quelle est sa famille. Parce que dans la chimie, ce qu'on recherche, c'est la famille. Et donc, la famille est déterminée par rapport à sa molécule. Donc, on doit déterminer la molécule. Donc, les conservateurs naturels que bon nombre des entreprises agroalimentaires utilisent sont donc des molécules chimiques qui sont synthétisées au laboratoire. Et on les synthétise au laboratoire et on permet à une bonne production afin que plusieurs entreprises les utilisent. Vous savez que la chimie travaille toujours dans le domaine de l'environnement. C'est pour permettre une bonne production. Parce qu'avec le naturel, vous pouvez prendre une plante, vous allez peut-être extraire une petite quantité. Mais cette petite quantité-là, une brasserie ne peut pas l'utiliser. Une entreprise comme Rajec ne peut pas utiliser cette petite quantité. Rajec produit des milliers de produits par jour, en 24 heures. Et donc, Rajec utilise donc plusieurs conservateurs pour faire fonctionner ou conserver ce produit à longue durée. Et donc, ces conservateurs, ils viennent donc auprès des chimistes organiciens, qui sont ceux-là, qui donc vont aller à la synthèse. Donc, prendre d'abord ce qui est naturel, essayer de déterminer sa structure, et à partir de sa structure, ils vont maintenant chercher à synthétiser cette structure de la base pour obtenir maintenant donc un produit chimique. Qui est un produit chimique, toutes les études vont être menées du point de vue analyse pour que ce produit-là soit mis sur le marché afin que ça permette à une bonne nombre des entreprises de pouvoir l'utiliser, le commercialiser afin que, et aujourd'hui nous consommons ces produits-là. Donc ces conservateurs-là, la préservation aussi, ça va dans l'humain. Par exemple, quand vous voulez préserver un jus, on va vous dire, il y a des énoncés qui sont dit sur les étiquettes des produits agroalimentaire. Je peux vous donner un exemple d'un produit agroalimentaire. On va vous dire le consommer dans un endroit frais. Pourquoi conserver dans un endroit frais? Parce que ces produits chimiques qui sont à l'intérieur vous préservent de certaines maladies si vous ne suivez pas les consignes. Parce que ces produits chimiques-là, il y a donc toutes les indications qu'on donne à ces produits. Comment est-ce qu'une personne pouvait mieux le conserver ou mieux se préserver pour sa bonne santé? Et donc, ces indications-là ou ces informations-là ne sont pas données au hasard et sont données par des chimistes qui font ce travail-là pour permettre à ce qu'une personne vive convenablement ou paisiblement dans la société. D'accord. J'aurais une question à travers le contrôle qualité. Souvent, dans nos habitudes de maison, on boit des produits, on nous prescrit des produits, on nous dit qu'il faut mettre ça par rapport à peut-être 20 millilitres d'eau. Alors, comment est-ce que nous devons essayer d'utiliser ces indications-là pour essayer de boire nos produits, de prendre nos produits dans les conditions qu'il faut? Ok, voilà, je pense que ça, vous l'avez fait en deuxième année à l'université sur le phénomène de dilution. Ok, parce que c'est un phénomène, par exemple, qui touche à beaucoup de produits parce que aujourd'hui, on va vous donner, par exemple, un produit. On va vous dire que il faut utiliser une certaine concentration pour consommer le produit. Vous allez prendre, par exemple, certains médicaments. On va vous dire que devez le prendre ou devez le mettre dans un demi-verre.
OK? Déjà, le verre lui-même, c'est un demi. C'est 0,5 litres. On vous dit encore demi. Donc, vous allez prendre le quart d'un litre. Pourquoi le quart? Pourquoi on vous dit de mettre ça dans le quart? Parce que la concentration ou la normalité de ce comprimé-là, par rapport à la quantité d'eau, permettra à diluer la concentration qui est propre à l'organisme, que l'organisme pourra supporter. Et donc, c'est cette concentration qu'on vous dit de boire. Parce que, ça, c'est ce que vous avez fait, en cinétique, je pense bien, sur la loi de la dilution. OK? Le dosage. On va vous dire, vous avez utilisé cette loi de dilution qui n'est autre que de ces concentrations. Donc, quand vous allez diluer la concentration par rapport à un volume donné, ça va vous permettre de boire ce comprimé correctement sans avoir aucun problème. Parce que si vous le prenez sans suivre ces consignes, cela veut dire qu'il y aura d'autres conséquences qui sont peut-être écrites que nous, parfois, on ne tient pas compte de ces conséquences-là. Et c'est pourquoi, surtout, nous retombons encore malades, ou nous ne suivons pas, nous suivons ou nous observons plusieurs conséquences qui sont dues, par exemple, au manque de consignes. Et c'est surtout ce problème-là que nous devons beaucoup veiller sur ce contrôle qualité. C'est vraiment le contrôle là doit être, tu as coupé? Ce contrôle-là doit être vraiment veillé, et surtout nous qui serons des parents demain, envers les enfants, nous devons être vraiment à l'avant-garde de ce problème-là. Et donc, en définitive, ou pour conclure avec notre émission, euh, que pensez-vous, avec toutes les connaissances qui existent en chimie, quelle, quelle est la façon dont la personne qui a possède ces connaissances pourra-t-elle les utiliser dans notre vie, dans le environnement? Ok, donc avec toutes les connaissances en chimie, je pense que nous avons le côté éthique qui protège la chimie Oui. pour ne pas déborder sa connaissance au détriment de la société. Je vois. Et donc de cette éthique, donc il y a donc les normes et les qui permettent aux chimistes de bien travailler. Et donc on va vous dire par exemple si vous voulez fabriquer un jus, vous devez avoir telle information du point de vue nutritif, et vous devez utiliser tel produit chimique à telle information, à telle fin. Donc, vous pouvez pas vous lever comme ça un bon matin où je vais ouvrir une entreprise, par exemple de l'eau, sans avoir ces normes-là. Donc, il y a ce côté éthique-là qu'il faudrait respecter. Et aujourd'hui, la science est liée avec la religion. Parce que bon nombre de scientifiques aujourd'hui sont des croyants, des gens qui croient en Dieu. Et donc, croire en Dieu veut dire que ne pas faire quelque chose qui est contraire à Dieu. Et donc, il y a donc cette union, cette concordance qu'il y a entre la science et la religion. Et aujourd'hui, la religion prône beaucoup les avancées scientifiques. Donc, si je comprends bien, vous aussi, vous êtes dans ce contexte-là. Effectivement. Moi, mon souhait, c'est de travailler en accord avec les enseignements de Dieu. Tout type d'enseignement de Dieu, il faut travailler en accord. Je peux pas aujourd'hui fabriquer quelque chose qui va au détriment de la société, pour détruire mes frères, mes sœurs, ou la société en général. Mais travailler dans le sens d'établir un accord du point de vue scientifique et religieux par rapport à ma recherche. Et donc, c'est dans ce sens d'éthique que la science aujourd'hui s'est avancée, a trouvé donc une avancée dans ces différentes transformations, productions et autres, pour permettre à ce que tout le monde travaille en accord avec ces normes-là. C'est pour mettre tout chercheur ou tout scientifique ou tout commerçant qui veulent se lancer dans ce domaine-là de respecter scrupuleusement toutes ces normes de la science. Et donc, ce côté éthique-là, peu importe votre connaissance, que vous soyez professeur, vous soyez, c'est pas qui, que vous voulez instaurer un truc dans la société, vous pouvez pas le faire par rapport à vos connaissances. Vous devez le faire par rapport à cette éthique-là qui a été dictée par les organisations internationales de la science. Donc, tous ceux qui gèrent dans un secteur, par exemple dans le secteur de la chimie, donc il y a une organisation qui fixe les normes du point de vue chimique. Donc, je vais vous donner par exemple un exemple sur la nomenclature. Il y a donc un institut qui est l'UIAPAC, qui a donné des noms de la nomenclature des composés chimiques. Comment vous pouvez nommer? Donc, vous-même, un chimiste, comme ça, vous pouvez pas vous dire un bon matin là, oh, je nomme ça par rapport
par rapport, non, vous pouvez pas nommer par rapport à vous. Vous devez nommer par rapport à l'UIAPAC. Comment l'UIAPAC a donné. Vous pouvez donner un nom commercial. Le nom commercial, ça, il n'y a pas d'éthique. Paracétamol, c'est un nom commercial. Ça, il n'y a pas d'éthique. Mais il y a beaucoup de noms comme le Doliprane qui existent, qui sont des familles de paracétamol, beaucoup de médicaments qu'on trouve qui sont d'autres noms commerciaux que vous pouvez toutefois utiliser. Et ça va de même dans ce côté éthique-là. Merci beaucoup. Alors, donc, nous, on vient de terminer notre émission. Alors, je vous invite à vous fier à nous voir et à nous poser des questions pour proposer beaucoup plus de sujets, pour qu'on interagisse avec les individus de notre société et qu'on éclaircisse des points clés de manière environnementale, sociétale et scientifique surtout. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon très cher ami. Merci. Ok. Ok.